Xavier Moreau, bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. On assiste à une montée de tensions entre Moscou et Israël. La responsabilité israélienne est engagée selon Moscou. Israël exprime sa tristesse et incrimine Damas et Téhéran tout en contestant avoir utilisé l'appareil abattu comme couverture. Tout cela semble confus. Au final, qui croire et jusqu'où cette crise peut-elle aller ? Écoutez, généralement, les Russes ne parlent pas pour ne rien dire. Mais je pense qu'il faut voir les choses de manière plus générale. Le ministre Le Drian a dit que Assad avait gagné la guerre. Donc si Assad a gagné la guerre, c'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont perdue. Or, Paris, Washington, Londres, sans doute Berlin et Tel Aviv ont perdu cette guerre. Simplement, ils ont du mal à l'admettre. Et contre toute règle internationale, Israël continue de faire des frappes sur le sol syrien. Quant à savoir après si les avions israéliens ont délibérément utilisé l'avion russe comme bouclier, dans la mesure où le ministre de la Défense russe l'a dit et où Vladimir Poutine a confirmé que la déclaration du ministère de la Défense avait été faite avec son accord, c'est sans doute que c'est le cas. Et il est évident que cela va avoir des répercussions. Je vous rappelle que la Russie était parvenue à un accord avec Israël en déployant des forces face au Golan pour servir justement de tampon entre les Syriens et les Israéliens. Tout ça peut être mis en cause et surtout les avions israéliens vont être désormais, à mon avis, susceptibles d'être détruits par les systèmes russes dès qu'ils les verront arriver. Donc effectivement, il y a une montée en tension. Justement, qu'entend le Kremlin quand il parle de possibles représailles, je cite, adéquates? Vous venez d'en parler. Est-ce qu'on peut envisager des manœuvres russes sur le plateau du Golan ou est-ce qu'il faut parler plutôt de sanctions économiques et si oui, lesquelles? Je ne pense pas qu'il y ait des sanctions économiques. À mon avis, il y aura le même résultat, même si Vladimir Poutine a eu raison de dire que ce n'était pas deux cas totalement comparables, qu'avec la destruction du Sukhoi 24 par le F-16 turc. C'est-à-dire que, en fait, la conséquence de ça a été que les Turcs n'ont plus pu survoler impunément le territoire syrien. Et si vous voulez, avec leur système de défense antiaérien, les Russes peuvent totalement interdire aux chasseurs israéliens, notamment de circuler dans la zone où ils se trouvaient lorsqu'ils ont lancé leur attaque contre la Syrie. Ça, c'est une première chose. Et après, si Israël ne reconnaît pas sa faute, si Israël ne propose pas des dédommagements, notamment symboliques et pas forcément symboliques, aux familles des aviateurs, dans ce cas, les Russes peuvent très bien utiliser le Hezbollah comme moyen de pression. Et je vous rappelle que c'était les systèmes anti-chars russes qui avait entraîné cette catastrophe militaire pour Israël en 2006. Donc, une fois de plus, je dirais que ça me rappelle un peu l'épisode de l'USS Liberty en 1967, c'est-à-dire que la politique inconséquente d'Israël fait qu'ils se mettent à dos des gens qui n'étaient pas forcément hostiles à Israël, qui étaient plutôt dans une vision, je dirais, pacifique. C'était les efforts diplomatiques de la Russie depuis le début du conflit et qui voulaient garantir la sécurité justement d'Israël en se déployant dans le Golan, ce que les Russes détestent. Les Russes détestent se déployer dans des zones qu'ils ne contrôlent pas politiquement. Donc Israël porte une grave responsabilité. Alors, est-ce que c'est dû à des conflits à l'intérieur du pouvoir israélien? Ça, il faudrait demander à un spécialiste d'Israël, ce que je ne suis pas, la situation à l'intérieur. Mais ce qui est clair, c'est qu'Israël a commis une grave faute et que malheureusement, finalement, dans la mesure où justement il y avait des bateaux, notamment un bateau français dans les eaux concernés, ça veut dire que nous sommes toujours en train de menacer des gens qui font la guerre à ceux qui sont venus nous tuer dans le centre de Paris. Le problème, il est là, si vous voulez. Comment trouver une solution à cette crise qui intervient au lendemain de l'annonce par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan d'une zone tampon dans la région d'Idlib? On pensait peut-être vivre les derniers événements du conflit syrien. Cet événement peut-il amener à une nouvelle voie, un nouveau chapitre, je veux dire? Écoutez, pour reprendre ce que disait Thierry Mariani, Vladimir Poutine mérite le prix Nobel de la patience. Et le ton qu'il a adopté pour réagir à cet événement est une fois de plus un ton très pacifique,
parce que je pense qu'il veut arriver sur une solution politique globale. Et finalement, la Turquie est un acteur plus important qu'Israël pour résoudre le problème dans la région. Donc je pense que ça ne remettra pas finalement les discussions que la Russie a réussi à organiser entre la grande puissance sunnite turque et la grande puissance chiite iranienne, et que justement ce qu'il faudrait en revanche, c'est que les Occidentaux admettent qu'ils ont perdu la guerre. Voilà. La Syrie, Bachar el-Assad, comme l'a dit Le Drian, a gagné la guerre, et donc ses alliés aussi l'ont gagnée. Donc maintenant, soit eh bien, finalement l'Occident déploie ses troupes en Syrie, soit finalement il admet la défaite et ils essaient de contribuer à pacifier la région sur le modèle diplomatique que la Russie a mis avec beaucoup d'habileté, a mis en place avec beaucoup d'habileté. Merci Xavier Moreau d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes fondateur de Stratpol, le centre d'analyse politico-stratégique.